Pont des Corbeaux. Chapitre 24. Construire l'avenir. Hugo, lundi 4 juin 1945. J'arrive à Rotach en début d'après-midi. La route m'a semblé agréable, sans doute parce que je retrouve des paysages et des villages familiers. Venant du nord-est, le moment où le lac apparaît est toujours aussi magique. Avec le règne des Wittelsbach, qui venaient pour la chasse et les loisirs, de nombreux artistes, musiciens et écrivains s'étaient installés, inspirés dans leur travail par la magnifique variété des paysages. Tout autour de Gmund, des fermes ancestrales et des allées d'arbres noueux bordent les sentiers étroits des collines douces. Je m'arrête au bord du lac à la sortie du village pour manger du pain avec du fromage, en rêvant à Lucie, me demandant ce qu'elle fait à cette heure. Puis je poursuis ma route le long de cette petite mer intérieure que je connais depuis mon enfance, passant près du château et de l'abbaye de Tegernsee. Je me souviens de ces moments heureux, notamment à la fin des vacances d'été, lorsque le bétail des agriculteurs alpins quitte les pâturages et retourne à la ferme. Les troupeaux descendent des prairies montagneuses vers la vallée au son des cloches retentissantes. Les animaux sont décorés de rubans colorés, de couronnes de sapins ou d'immortelles. Les lourdes cloches suspendues autour de leur cou sont censées chasser les esprits. De plus, les vaches sont rendues méconnaissables avec des masques, car si à la ferme, comme dans les pâturages alpins, on peut se protéger des esprits maléfiques grâce à des remèdes magiques, comme les portes étoilées et les symboles découpés dans les encadrements, sur le chemin, vers et depuis les pâturages alpins, le bétail est sans défense face aux démons. Ces histoires me fascinent depuis que je suis tout petit. D'autant que mon père et ma mère, bien que de nationalités différentes, avaient la même culture alpine qui m'avait bercée, comme ça avait été le cas pour ma sœur aînée. Lucie avait baigné dans cette même ambiance. La seule chose qui différenciait nos régions étaient les tenues traditionnelles. Le dirndl pour les femmes et le lederhose pour les hommes sont encore très portés en Bavière. En revanche, la jupe de drap sombre avec tablier et châle brodé, sans oublier la croix savoyarde en or et la coiffe différente selon les vallées, pour les femmes, et le pantalon et veste de drap noir avec une ample chemise de lin, ainsi que le chapeau à large bord pour les hommes, n'étaient plus portés qu'en de rares occasions en Savoie. À Rotach, à l'extrémité sud du lac, je retrouve la vue familière sur le Valberg. En plus du Tegernsee, il existe d'autres petits lacs dans la commune, parmi lesquels le Wiedrichsee, le Suttensee, le Riedereggsee et le Rötensteiner See. Mais pour l'heure, j'ai hâte de revoir ma mère. Tout semble si calme dans la Kisslingerstrasse, contrairement à Munich, grouillante de monde. Ma mère est dans le jardin. Lorsque je dépose mon vélo contre le muret enclosant la propriété, elle relève la tête au bruit de la ferraille contre la pierre. « Hugo, mon chéri !» s'écrie-t-elle en se précipitant vers moi. « Te voilà enfin !» J'étais si inquiète. Nous n'avions plus aucune nouvelle depuis le mois d'avril. Elle m'étreint convulsivement au bord des larmes. Je la trouve amaigrie, mais ne fais aucune remarque. Elle a veillé son mari pendant de longs jours, et aujourd'hui, elle emporte le deuil. Je sais, maman, mais j'ai traversé toute l'Allemagne à pied, et je n'avais aucun moyen de te joindre. Tout était désorganisé. Je suis d'abord allée à Munich. « Tu as vu ta sœur ?» interroge-t-elle. Je hoche la tête en signe d'assentiment. « Alors, tu sais ?»« Oui, maman. Je suis passée au cimetière avec Ingrid ce matin. »« J'ai du mal à me faire à l'idée qu'il n'est plus là, » dit-elle avec des sanglots dans la voix. « Nous n'avons jamais cessé de nous aimer, malgré nos divergences, mais il repose en paix désormais. Après son accident, il a tellement souffert pendant des jours et des jours. Moi aussi, maman, je l'aimais, tu sais, même si je me suis souvent opposée à lui. Mais Ingrid est certaine qu'il avait enfin vu quel mal avaient fait les nazis. En effet, et il m'a laissé un message pour toi. Viens, entrons. » À l'intérieur, elle ouvre le premier tiroir du buffet et en extirpe une enveloppe qu'elle dépose devant moi. Je reconnais l'écriture fine et élégante de mon père, bien que légèrement tremblée. J'ouvre l'enveloppe et déplie la lettre avec fébrilité. Mon père
y exprimait ses remords de m'avoir obligé à entrer dans la Schutzstaffel, mais il savait aussi que je m'étais servi de cette organisation pour d'autres desseins plus conformes à mes valeurs. Johann Steinert reconnaissait que moi, son fils, j'avais raison. Le Führer était un fou, entouré de criminels qui avaient entraîné l'Allemagne dans une spirale infernale. Il avouait avoir cru, comme des millions d'autres, que Hitler œuvrait pour la grandeur de l'Allemagne, mais il n'avait pas imaginé l'étendue des crimes commis. Il me rappelait qu'il m'aimait et qu'il était fier de moi. Il terminait sa lettre en me souhaitant d'être heureux avec ma petite Française, comme il l'avait été avec la sienne. Lorsque je relève la tête, les larmes inondent mes joues. Ma mère me regarde, les yeux aussi pleins de larmes. Puis, courageusement, nous nous ressaisissons, tous les deux. Et toi, Hugo, as-tu des nouvelles de Lucie ? J'ai cru comprendre qu'il s'était passé quelque chose, mais tes lettres restaient très évasives. Je n'avais pas le choix, maman. Ça aurait été dangereux de te relater ce qui se passait vraiment, à cause de la censure. Car j'aurais dû évoquer les camps de concentration et ce qui s'y passait réellement, et aussi certaines personnes très haut placées. Nous aurions tous été en danger. Ma mère me regarde fixement. Certes, elle savait que j'œuvrais contre le régime, mais elle ne voyait pas quel pouvait être le rapport avec la jeune Française. Je raconte de nouveau tout ce qui s'était passé depuis l'été 1944, quand Lucie avait disparu. « Mon Dieu !» s'exclame-t-elle quand je finis. « Quand je pense à ce qu'elle a dû endurer dans ce camp, ton père m'en a parlé. Il était complètement chamboulé quand il est revenu. Ces femmes squelettiques qu'on obligeait à travailler dans des conditions horribles. Et encore, je doute qu'il ait tout vu. Il y avait bien pire. Je parle alors de ce que j'avais constaté lors de ma pseudo-inspection en mars, relate toutes les informations que j'avais récoltées, dont les expériences médicales réalisées sur des cobayes humains, les sévices subis, les mises à mort, la cruauté des gardiens, mais aussi des gardiennes. « Tu as donc vu Lucie à ce moment-là » demande ma mère anxieuse. « Oui, maman, et je n'oublierai jamais. Elle était si maigre, mais toujours aussi belle. Je lui apportais pendant ces 3 jours tout ce que je pouvais. De la nourriture, bien sûr, pour qu'elle tienne jusqu'à ce que la Croix-Rouge suédoise vienne. Et surtout de l'espoir et tout l'amour que je pouvais. Elle était courageuse, comme toutes celles que j'ai rencontrées et qui travaillaient au Revier. J'espère que les SS qui ont commis ces crimes vont être jugés et que ces femmes auront le courage de témoigner. » Ma mère me pose la même question qu'avait posée Ingrid sur le sort de Lucie, mais aussi sur mes projets. Lorsque j'évoque la Suisse comme point de chute pour moi et Lucie, elle n'est pas étonnée. Demander à cette jeune femme de vivre en Allemagne serait certainement au-dessus de ses forces après ce qu'elle venait de vivre. Quant à moi, j'envisage de travailler dans un service juridique et si possible de poursuivre mes études de droit, grâce à l'appui de Jean-Marie Musy, auprès duquel j'avais pris des garanties lorsqu'il était venu à Berlin en novembre 1944, afin de rencontrer Schellenberg et Himmler pour la libération d'un certain nombre de Juifs. J'avais eu de nouveau un contact avec l'ancien conseiller fédéral lors de ces négociations avec Schellenberg qui avaient abouti à la libération de 1200 personnes du camp de Theresienstadt, convoyées en train vers la Suisse, et celle de 61 Juifs hongrois en février, ainsi que celle d'autres personnes, dont des rabbins en avril. Ma mère et moi avons beaucoup de choses à nous dire sur tout ce qui vient de se passer et sur l'avenir. Maman perçoit bien que je m'inquiète encore du sort de la femme que j'aime et dont je n'ai aucune nouvelle. La jeune femme qui me manque affreusement ne peut pas en donner sans avoir mon adresse. Les seules personnes à pouvoir être informées sont sans aucun doute ses parents, à Valorcine. Je n'ai jamais su masquer les sentiments que j'éprouve. Ma mère lit en moi comme dans un livre ouvert, et me voir souffrir lui fend le cœur. Elle avait compris, dans les quelques lettres que nous avions échangées, que j'étais amoureux, mais elle n'avait pas imaginé à quel point je l'étais. Elle ne le réalise que lorsque je lui avoue que je m'étais rapproché des hauts dignitaires nazis pour une seule et unique raison, sauver Lucie. Rien d'autre n'avait d'importance. Tout ce que j'avais fait ensuite ne visait que ce seul objectif. En revanche, elle savait que tôt ou tard je déserterais,
Je le lui avais dit dès 1943. Aussi, elle s'était rongé les sangs quand elle n'avait plus reçu de courrier, devinant que j'avais dû mettre mon dernier projet à exécution. Si j'avais été pris, je risquais d'être exécuté sur le champ. Elle savait que Himmler, pour complaire à Hitler, avait insisté pour qu'on pende publiquement les déserteurs et ceux qui tentaient de se rendre à l'ennemi. Je lui raconte les flux de déplacés et de réfugiés dans le chaos des derniers jours de la guerre. Ces gens avaient perdu leur maison et parfois même leur famille. Ils avaient croisé des soldats qui n'avaient plus envie de se battre, qui continuaient uniquement par crainte d'être abattus par les SS s'ils jetaient l'éponge lors des combats meurtriers, où ils laissaient derrière eux les fantômes de leurs camarades tombés pour une idéologie dans laquelle ils ne croyaient plus. Ils tentaient seulement de se défendre, sans munitions suffisantes, sans soutien moral. Les rues étaient bondées de personnes cherchant un refuge et un peu de sécurité, tandis que les lignes de front se déplaçaient à un rythme effréné. Les conditions horribles dans lesquelles ils se trouvaient n'étaient pas seulement le résultat des combats, mais aussi des multiples destructions que la guerre avait laissées derrière elle. Les frappes aériennes des Alliés sur les villes et les zones industrielles allemandes, à un degré jamais atteint, avaient été décisives pour affaiblir la capacité industrielle du Troisième Reich et désorganiser les troupes sur le front. Ces bombardements avaient bouleversé le paysage urbain allemand et entraîné des pertes humaines et économiques profondes. Je l'avais constaté tout au long de mon périple. Des usines avaient été réduites en cendres et les travailleurs qui avaient survécu étaient traumatisés et démoralisés. En plus des destructions physiques, les bombardements aériens avaient eu des effets psychologiques profonds sur la population civile. Le bruit constant des avions et le grondement imprévisible des explosions alimentaient la peur et le désespoir parmi les citoyens. Beaucoup de personnes s'étaient réfugiées dans les caves ou dans des abris pour échapper à une mort imminente. La menace omniprésente de l'approche des bombardiers avait engendré un état constant de tension et d'incertitude. De plus, les lignes de ravitaillement essentielles, telles que les chemins de fer, les routes et les ponts ayant été bombardés, l'approvisionnement en nourriture et autres biens vitaux était interrompu. C'était bien l'effet stratégique à long terme de ces attaques escomptées par les Alliés. Ils voulaient non seulement nuire à la machine de guerre du Reich, mais aussi saper le moral de la population pour imposer une capitulation rapide par la destruction de la base industrielle et de l'infrastructure en Allemagne, sans qu'il soit nécessaire d'engager de plus grands combats terrestres. Cette stratégie de dommages massifs et de pertes civiles allait vraisemblablement laisser un héritage profond de destruction et de traumatisme que le peuple allemand ressentirait pendant des générations. L'offensive de l'armée rouge, commencée en janvier 1945 avec l'opération Vistule-Oder, avait été un succès retentissant. La Wehrmacht ne pouvait plus faire face, car elle manquait de tout, carburant, munitions, nourriture. Pourtant, sa résistance avait été acharnée, avec pour conséquence la perte de milliers de soldats et de civils. Au cours des derniers jours de combat, les troupes allemandes avaient cependant perdu tout moral, et un sentiment de désespoir s'était répandu, entraînant le début des redditions et la perte de la partie est du Reich. Cela signait aussi son effondrement imminent, avec pour point culminant la bataille de Berlin, avec une Wehrmacht numériquement inférieure, sans ressources suffisantes, disposant surtout de conscrits jeunes et inexpérimentés ou de vétérans épuisés, luttant pour leur survie. Mais Hitler avait décidé de défendre la ville jusqu'au dernier homme dans une guerre obstinée, marquée par une brutalité extrême et un désespoir palpable. Je relate les mots que j'avais entendus de la bouche même du dictateur. Ce monstre n'avait que faire de son peuple. Cet homme était fou, maman. Ils en avaient tous peur. Lorsque Himmler l'avait au téléphone, il en bégayait. Il n'était plus le même homme. Moi qui l'ai côtoyé, je peux te dire que tout ce qu'il faisait, c'était pour être dans les bonnes grâces du Führer. C'était un faible qui faisait semblant d'être fort. Un indécis entièrement sous influence, sans cesse en train de procrastiner, mais aussi capable du pire. C'est le moins qu'on puisse dire, constate ma mère pince sans rire. Autant Himmler était en admiration et faisait preuve de loyauté envers Hitler, autant son secrétaire particulier, Rudolf Brandt, était très hostile au Führer et à son patron. C'était quelqu'un de discret, ennemi de toute brutalité. C'est ainsi qu'il est devenu complice avec Kersten et moi par la même occasion. Mais il ne fallait pas s'y tromper. Il avait participé à l'extermination des Juifs. Cependant, il fallait être très prudent.
Hitler les manipulait tous, Göring, Himmler, Ribbentrop. Il les recevait toujours séparément, autant que possible, et compartimentait tout. Divide et impera, termine mon interlocutrice. Exactement. Hitler n'écoutait que lui-même, mais cet homme avait de nombreuses phobies. Il avait peur des ascenseurs, de la nuit, de la solitude, de l'immobilité, de la trahison, du tabac, de l'alcool, de l'altitude, de la chaleur, des attentats, des chats, du sport, des microbes, de l'anesthésie, des contacts physiques, de la constipation, de l'obésité, des journalistes, du soleil, de la viande, de la baignade, de la navigation, des chevaux et bien sûr de l'empoisonnement. C'est tout, s'enquiert ma mère en éclatant de rire. Et c'est ce type qui a gouverné l'Allemagne pendant 12 ans. Le résultat ne m'étonne plus. Mais j'avais aussi de quoi dire sur Himmler. Lui aussi était passé maître dans l'art d'utiliser les faiblesses de ses adversaires et de les monter les uns contre les autres. Il faisait toujours en sorte de rester dans l'ombre et laisser agir les autres. En revanche, il avait au moins une qualité. Une fois qu'il avait donné sa parole, il la tenait. Pour lui, l'honneur, l'histoire, le fureur et la camaraderie étaient importants. Bref, il était plein de contradictions. Aujourd'hui, Hitler et Himmler sont morts. Je regrette cette fin, car l'un comme l'autre ne pourront être jugés et condamnés comme ils le méritaient. J'aurais voulu assister au procès du Führer. Au lieu de ça, le dictateur s'était forgé une légende. Son suicide était non seulement un moyen d'échapper à sa chute personnelle, mais aussi une ultime tentative de contrôle sur la perception publique de sa vie et de son règne. En mourant, il avait déterminé lui-même la conclusion de son histoire et il avait échappé à la honte d'être capturé ou vaincu. Sa mort avait signalé l'effondrement de l'idéologie qu'il avait si ardemment propagée. Toutefois, je doute que les principes du national-socialisme, marqués par la haine raciale et une extrême brutalité, aient pris fin avec lui. Car le suicide du dictateur n'avait pas été un acte individuel. Le fait qu'Eva Braun, devenue son épouse, avait voulu le suivre dans la mort, comme d'autres officiers de haut rang et confidents, reflétait un mélange complexe de fidélité et d'espoir désespéré, mais aussi la loyauté et la vénération envers leur chef, voire un acte patriotique de la part de ces gens. La vie sans le Führer n'était pas envisageable pour eux, non seulement par loyauté, mais aussi parce que leurs identités étaient pour beaucoup inextricablement liées au Reich. La nouvelle de la mort de Hitler s'était rapidement répandue, tant parmi ses partisans que dans le grand public. Et beaucoup de ses fidèles partisans, qui avaient cru en lui jusqu'à la fin, étaient choqués et désespérés. Pour la population, vivant au milieu de la guerre et souvent hypnotisée par la propagande nationale-socialiste, c'était le signe définitif de la défaite et de la fin imminente d'une ère de terreur. Mais en fin de compte, le suicide de Hitler était aussi devenu un moment historique marquant qui figurerait dans les livres d'histoire. J'étais assailli de nombreuses questions sur ce que cet événement allait générer. Ce moment resterait-il à jamais celui où les gens s'étaient détournés des derniers vestiges du nazisme et tournés vers un avenir nouveau et incertain, marqué par les horreurs de la guerre? Ou deviendrait-il le début d'une légende que certains s'efforceraient de faire revivre? J'espère que ce sera la première solution, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Avec le temps, les horreurs seront oubliées, voire niées, et l'idéologie risque de réapparaître telle qu'elle ou déguisée. C'est bien pour cela que les atrocités commises par le régime nazi doivent être connues de tous, grâce aux témoignages de ceux qui ont survécu, et que les criminels doivent être jugés. La capitulation sans condition signe non seulement l'échec militaire, mais aussi moral du Reich. L'extermination de masse et les crimes de guerre commis en son nom ne pourraient pas être effacés de l'histoire. La capitulation signifie la fin d'une ère de brutalité et de terreur, mais en même temps, c'est aussi le début d'une nouvelle réalité qui bouleversera certainement l'ordre mondial. L'Allemagne est en ruine, tant physiquement que psychologiquement. La population civile a souffert des combats, et la perte de millions de vies laisse une souffrance incommensurable. Il faudra reconstruire, retrouver un nouvel élan. Au fond de moi, j'espère participer à ma manière à cette nouvelle Allemagne. Mais aujourd'hui, ma priorité est Lucie. Bien évidemment, ma mère veut en savoir plus sur elle,
car il est évident que Lucie deviendra rapidement sa belle-fille après son retour en France. Je le désire plus que toute autre chose. La jeune femme est ma raison d'être. Maman me demande donc si j'ai des photos d'elle. Bien sûr, j'en ai. Je ne m'en suis jamais séparée, tout comme Lucie avait réussi à garder son exemplaire de premier de cordée, dans lequel elle avait caché les photos de notre couple. C'était ce qui lui avait permis de tenir à Ravensbrück, ainsi que je l'apprends à ma mère. Cette dernière est surprise de me voir sortir ce même livre de Frison Roche, qui recèle les photos de la jeune femme. « Mon Dieu, Hugo, elle est vraiment magnifique, s'exclame-t-elle. Vous devez former un très beau couple. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi très intelligente. Elle a beaucoup d'humour et nous avons les mêmes valeurs. Je comprends, mon chéri, et je suis certaine qu'elle t'aime autant que tu l'aimes. C'est le cas. Lorsqu'elle a été arrêtée, elle a été interrogée et violée, mais elle n'a pas évoqué quoi que ce soit sur moi et mon rôle en faveur des résistants français. Elle m'a protégée. Les gens qui l'avaient arrêtée m'en voulaient apparemment à moi et voulaient me faire payer une promotion que je n'avais d'ailleurs pas souhaitée. Certains de mes collègues l'ont utilisée pour m'atteindre, moi. Ils ont réussi au-delà de leurs espérances. J'espère juste qu'ils pourrissent en enfer aujourd'hui. Ma mère blêmit lorsqu'elle m'entend évoquer le viol de la femme que j'aime. Il fut un temps où je voulais me venger de ceux qui avaient abusé de Lucie, mais j'ignore ce qu'ils sont devenus. Cependant, si j'en rencontre un, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Que penses-tu faire maintenant, maman? Veux-tu venir avec moi en Suisse? Tu sais, mon chéri, je suis certes restée française au fond de mon cœur, mais ma vie est ici depuis tant d'années. Ta sœur est à Munich, et ton père y est inhumé. Je souhaite être enterrée auprès de lui, quand mon heure viendra. En revanche, sois assurée que je viendrai régulièrement vous voir dès que ce sera possible. Tu seras toujours la bienvenue, et puis nous verrons comment les choses vont évoluer. Je vais désormais me consacrer à l'avenir que je veux construire avec Lucie. Munie de mon diplôme de droit, j'espère pouvoir exercer comme juriste, mais j'ai surtout développé des compétences dans le domaine de la police et du renseignement, ainsi que dans celui de la diplomatie. Je suis plus préparée à devenir haut fonctionnaire qu'autre chose. Tu sais que Joseph Müller a été libéré, Hugo. Il va sans doute revenir à Munich. Je suis certaine qu'il aurait une place pour toi dans son cabinet juridique. Je peux en parler à Maria. Peut-être, maman, mais je veux d'abord en discuter avec Lucie. Dans l'immédiat, je vais m'organiser pour vivre en Suisse au moins pendant quelque temps. Je veux voir comment les choses vont évoluer en Allemagne, comment vont être réparties les zones d'occupation. Maman me révèle alors que mon grand-père paternel avait ouvert un compte dans une banque suisse à l'occasion d'un déplacement pour Siemens à Zurich au moment de la crise de 1929. Il y avait transféré de grosses sommes converties en francs suisses. Il avait toujours été très clairvoyant, précise-t-elle. Il a continué à provisionner ce compte régulièrement jusqu'à sa mort. Et bizarrement, ton père a continué jusqu'en 1939. Après, il a arrêté les versements. Cependant, il y est retourné au début de cette année et il a fait une procuration à ton nom. Tu pourras t'en servir en cas de besoin. Maman, tu vas sans doute en avoir besoin, réagis-je. Rassure-toi, mon chéri. Pour l'instant, j'ai de quoi vivre. En outre, l'entreprise de mon père existe toujours, et j'y ai toujours des parts. Je perçois donc des dividendes qui sont versés dans cette même banque suisse à Zurich. Et puis, je peux toujours donner des cours de français, d'anglais ou de piano pour gagner un peu d'argent en cas de besoin. J'ai la chance de ne pas être à la rue comme tant de gens. J'ai cette maison, qui plus est dans un cadre idyllique. J'en conviens facilement. J'ai toujours adoré les séjours à retard, nageant dans le lac ou naviguant dessus, profitant de la montagne toute proche. Hugo, du 16 au 19 juin 1945. Je suis restée une dizaine de jours auprès de ma mère, mais il me tarde de savoir si des nouvelles de Lucie sont parvenues jusqu'à Valorcine. J'ai récupéré dans le grenier la tente que j'utilisais lorsque j'allais randonner en montagne, ainsi que mon matériel de camping. Ils me serviront pendant le trajet. Le courrier vient d'être rétabli dans les zones américaines, britanniques et soviétiques. Je pourrai donc vraisemblablement donner des nouvelles à ma mère lorsque je serai en Suisse. Du moins, je l'espère, car pour l'instant le courrier ne fonctionne qu'au niveau local ou provincial.
C'est le seul moyen, car les lignes téléphoniques sont encore inutilisables, les pylônes et les câbles ayant été endommagés par les bombardements ou les sabotages. Il faudra un certain temps avant que tout refonctionne normalement. Donc, à la mi-juin, je reprends la route, non sans avoir serré longuement ma mère dans mes bras. Je lui ai confié que j'ai rendez-vous avec Lucie le jour de l'Assomption, à la fête des guides de Chamonix. J'espère vraiment qu'elle y sera, et je veux avoir trouvé un endroit où vivre avant, même si ce logement est provisoire. Je peux toujours reprendre contact avec la fille de M. Simon pour louer le chalet qui avait abrité nos amours, s'il est toujours libre. Cette fois, je repars dans de meilleures conditions que lorsque j'avais quitté le Brandebourg, avec un meilleur équipement et sans risquer d'être mitraillé à tout moment. J'accroche à mon guidon un sac de cyclotourisme pour mes cartes, ma gourde, ma casserole et ma gamelle en alu, mes couverts pliants, mon réchaud à combustible solidifié, avec sa boîte de combustible, mon quart, un étui pour sel et poivre, un pour des allumettes et ma boussole. Dans les sacoches, je répartis des vêtements de rechange et des chaussures de ville. Sur le porte-bagages, j'attache mon grand sac à dos d'alpinisme contenant ma tente, mon sac de couchage et ma hachette de scout dans son étui. Je pars en tenue de montagnard avec des chaussures de marche et mon couteau suisse à la ceinture. Heureusement, je suis bien entraînée pour rouler en montagne, car les premières étapes présentent quelques dénivelés positifs. J'ai prévu de rejoindre Meersburg au bord du lac de Constance en 3 étapes, ne dépassant pas 80 km. Les débuts de la première étape sont simples, puisque je longe le Tegernsee jusqu'à Gmund. Ils sont même agréables, puisque je roule en forêt entre Waakirchen et Sachsenkamm. Je rejoins ensuite facilement l'Isar, à Geretsried, puis le lac de Starnberg, puisque la plupart du temps, la route est en descente. Je suis les berges du lac jusqu'à Seeshaupt et poursuis mon chemin jusqu'après la ville de Weserbrunn. Je fais halte pour la nuit quelques kilomètres après la sortie de la ville, près d'une petite rivière. Le lendemain, j'ai prévu d'aller jusqu'à Memmingen. La route n'est pas pénible puisque je descends vers la Lech, un affluent du Danube. En revanche, après avoir passé la rivière, la dénivelée redevient positive, jusqu'à Unterdissen. Puis l'itinéraire est de nouveau aisé, et je dépasse mon objectif pour camper dans la forêt après Tannheim, passant du même coup dans le Württemberg. La dernière étape doit me mener à Meersburg au bord du Bodensee. Je fais une pause à Bad Waldsee, une ville thermale entre 2 lacs, dans la forêt Swab. L'endroit est paisible, mais je veux arriver à ma destination à temps pour traverser jusqu'à Constance. J'y parviens un peu avant 15 heures pour prendre le bac. De là, la frontière suisse est toute proche. Des 2 côtés de la frontière, les contrôles sont pointilleux. Cependant, ni les soldats français des forces d'occupation, ni les douaniers suisses ne trouvent quoi que ce soit à dire. Cette fois, je dors dans un petit hôtel en dehors de la ville. Désormais, je vais voyager en train. Ma mère m'avait confié une enveloppe pleine de billets en francs suisses. Mon père avait tout prévu et lui avait laissé une certaine somme dans cette monnaie, plus sûre que le mark, qui risquait de s'effondrer avec la défaite inévitable du Reich, persuadé que peut-être ils auraient à passer en Suisse selon les événements. C'était en effet une sage précaution qui aujourd'hui me profite. Je n'ai cependant pris que le montant nécessaire pour aller jusqu'à Zurich, où je pourrais retirer des liquidités. Ma mère peut encore avoir besoin de cet argent. Le voyage jusqu'à Zurich ne dure pas longtemps. J'y arrive avant 10 heures le 19 juin. Je me rends directement à la banque et reprends le train directement vers le Châtelard via Martigny. Je parviens à destination vers 17 heures. Une demi-heure après, je suis à Valorcine et frappe à la porte du presbytère. Hugo, mardi 19 juin 1945. L'abbé Payot reste ébahi devant moi, mettant quelques secondes à me reconnaître. Nous ne nous sommes pas revus depuis 10 mois. Bonsoir, monsieur le curé. Vous me reconnaissez? Évidemment. Je vous reconnais, Herr Steinert. Je vous en prie, laissez tomber le Herr Steinert. Appelez-moi Hugo. J'espère que je ne vous dérange pas, mais j'ai parcouru plus de 1000 kilomètres à pied, puis 300 à vélo et autant en train pour arriver ici. Je suis parti depuis le 26 avril de la frontière danoise, et depuis je n'ai qu'un espoir. Avoir des nouvelles de Lucie. La dernière fois que je l'ai vue de loin, c'est quand elle est enfin montée dans un des bus de la Croix-Rouge suédoise,
et je les ai suivies jusqu'à la frontière pour m'assurer qu'elle serait en sécurité. Calmez-vous, mon fils, elle est en sécurité. Entrez vos bagages. Vous allez dormir ici cette nuit. Ensuite, je vais vous emmener chez Arsène. Je débarrasse mon vélo des différents sacs que je laisse dans l'entrée du presbytère et emboîte le pas au curé jusqu'au chalet des 2 villas. Arsène est sur le pas de la porte en train de scier du bois. Lui aussi reste un moment estomaqué en me voyant. « Victor !» s'exclame-t-il. « Ça alors, c'est une surprise. »« Bonsoir Arsène. Je crois que maintenant vous n'avez plus besoin d'utiliser mon nom de code. Appelez-moi Hugo. »« D'accord, je vais essayer, mais les habitudes ont la vie dure. » « J'imagine que vous voulez des nouvelles de Lucie. » En effet, elle n'avait aucune adresse où m'envoyer un courrier, et de toute façon, je crois que les courriers sont destinés à la famille uniquement. « Entrez. Blanche, nous avons de la visite. » La mère de Lucie apparaît. Je ne la connais pas vraiment, mais elle n'hésite pas à m'embrasser sur chaque joue, comme si elle me connaissait depuis toujours. « Je sais ce que vous avez fait pour Lucie. Elle nous l'a écrit. Attendez, je vais vous montrer ses lettres. Elle pense beaucoup à vous. » Blanche de Villa va jusqu'au buffet et sort du tiroir un petit paquet de lettres qu'elle remet entre mes mains. « Tenez, lisez, vous verrez. » J'ouvre fébrilement la première lettre. Lucie y évoque son arrivée à Malmö et le rôle que j'ai joué dans sa libération. Dans les suivantes, elle parle de son quotidien, là-bas en Suède, et du manque de sa famille, et chaque fois, elle parle de moi, leur demandant de me dire qu'elle ne m'oublie pas et qu'elle m'aime. Je sens les larmes monter inexorablement. Je ne peux les retenir très longtemps. L'essentiel est là. Lucie est en sécurité, elle va bien et pense à moi. Elle espère aussi rentrer bientôt. Pendant que je lis, Arsène m'a versé un verre de génépi. « Tenez, buvez ça pour vous remettre de vos émotions. Nous aussi, nous avons hâte de la revoir, comme nous avons hâte de revoir notre fils. Zion devrait revenir d'ici la fin de ce mois. Mais pour les déportés, ça va être plus long, paraît-il. Les centres d'accueil sont débordés. Je suis revenue et je vais m'installer pas loin d'ici, annonçai-je. Je pense trouver du travail en Suisse. Je passerai régulièrement pour avoir des nouvelles, si vous m'en donnez l'autorisation. Je ne voudrais pas vous déranger. Vous pouvez passer quand vous voulez. Et pour commencer, vous allez partager notre repas. Vous aussi, monsieur le curé. Et comme ça, Hugo, vous pourrez nous raconter vos péripéties. Ça risque d'être long, car il y a beaucoup à dire depuis que j'ai quitté la Haute-Savoie. Je commence par mon enquête pour retrouver la trace de Lucie et ce que j'avais découvert. Puis j'explique les moyens que j'avais utilisés pour la retrouver et surtout quel personnage j'avais dû côtoyer sans me faire découvrir. J'avais finalement trouvé des alliés qui avaient permis non seulement la libération de Lucie, mais celle de milliers de déportés juifs et non-juifs de toute nationalité. Et ces alliés étaient des personnes dont je n'aurais jamais attendu une telle aide, comme mon patron Walter Schellenberg et le médecin de Himmler, le premier par stratégie, le second par humanité. Mes hôtes et le prêtre n'en croient pas leurs oreilles. Mon patron Schellenberg est un nazi, mais quelqu'un de clairvoyant qui savait qu'en faisant libérer des juifs, notamment, il ouvrait la porte à des négociations avec les alliés. Kersten, le médecin de Himmler, était aussi son prisonnier, mais il avait su gagner la confiance du Reichsführer grâce à ses compétences médicales, et il savait à quel moment le solliciter pour obtenir des libérations pour des raisons plus humanitaires que mon patron. Nous avions aussi un autre allié en la personne de Brandt, le conseiller personnel de Himmler, mais qui haïssait son patron autant qu'il détestait Hitler, tout en étant lui-même un nazi. Ils ont agi dans mon sens sans le savoir, à part peut-être Kersten. Je relate que Brandt avait augmenté le nombre de personnes libérées et m'avait permis de me rendre à Ravensbrück pour une inspection à sa place en mars. J'y allais officiellement pour vérifier que les dernières directives de Himmler étaient respectées, à savoir l'arrêt des mauvais traitements et des mises à mort pour les juifs comme pour les autres. C'est là que j'ai pu vraiment voir Lucie et la serrer dans mes bras, en cachette bien entendu, et la prévenir que la Croix-Rouge suédoise allait venir les chercher. J'ai pu voir tout ce qui se passait dans le camp. J'ai recueilli des témoignages et j'ai tout transmis ensuite aux services secrets américains. Nul doute que mes témoins seront convoqués s'il y a un procès pour juger les criminels nazis. Je suis quasi certain qu'il va avoir lieu, et dès cette année. Eh bien, dites-moi,
Quelle aventure s'exclame Blanche de Villa. Je serais allée jusqu'en enfer s'il avait fallu pour Lucie. Si la libération avait échoué, je serais allée la chercher moi-même. D'ailleurs, ça a failli se produire, car le commandant du camp ne voulait pas laisser partir un petit groupe d'une douzaine de femmes, dont Lucie, soi-disant qu'elle n'existait sur aucune liste. J'étais là en embuscade. Je me suis approchée discrètement derrière un des responsables suédois et lui ai glissé un exemplaire de la liste complète signée par Himmler lui-même et où figuraient Lucie et les autres. C'est comme ça qu'elles ont pu, elles aussi, monter dans les bus. Je raconte que j'avais suivi les bus jusqu'à la frontière danoise pour m'assurer qu'ils la passaient sans encombre et que je m'étais renseignée ensuite auprès de Kirsten au sujet de leur arrivée en territoire suédois. Ensuite, j'avais déserté et entrepris mon périple de retour, apprenant à Munich que mon père était mort suite au mitraillage de sa voiture. J'avais néanmoins retrouvé ma sœur religieuse et ma mère. Quand vous dites que vous seriez allé jusqu'en enfer, je crois bien que vous étiez allé, si vous avez vu ce qui se passait dans ce camp où était Lucie, dit l'abbé Payot. En effet, c'était le seul camp réservé aux femmes, mais croyez-moi, il y avait des camps encore pires, des camps d'extermination. Certes, je n'y suis pas allée, mais à Ravensbrück, j'ai vu une partie de l'enfer. J'ai eu aussi l'occasion de voir le diable en personne, et je me rappellerai toujours ces paroles. Vous voulez dire que vous avez vu Hitler s'exclame le curé. Comme je vous vois. Il s'adressait à mon patron, et je le revois lui dire que si le peuple allemand ne parvenait pas à arracher la victoire, il serait détruit, qu'il mériterait alors de périr. Cet homme était un malade mental, entouré d'autres aliénés qui le craignaient. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne sera pas jugé. J'ai même peur que les plus fanatiques de ses partisans en fassent un martyr, tant sa mort est entourée de mystères. C'est comme s'il avait créé lui-même sa légende. En tout cas, il faudra être vigilant afin que son idéologie ne revienne pas sur le devant de la scène un jour. Un grand silence suit ces paroles. Mais le prêtre, comme les parents de Lucie, ne peuvent qu'abonder dans ce sens. Ils avaient entendu tant de gens tenir des propos racistes, se réjouir du sort des Juifs et des résistants.